bonsoir, nous sommes le mardi 29 mars. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Le réseau Skibus paralysé. Les salariés des cars Perrier, qui assurent 60% du service des transports Skibus, sont entrés en grève illimitée. Aujourd'hui, les employés demandent une augmentation de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Après les attentats survenus à Bruxelles mardi 22 mars, les mesures de sécurité ont été renforcées sur le territoire français. Les transports sont devenus la priorité numéro 1, mais peut-on aller encore plus loin dans la vigilance? Pour nous en parler ce soir, notre invité, Julien Lecam, il est secrétaire adjoint du syndicat Alliance 78. Et enfin, le premier Grand Prix de cyclisme de Montigny-le-Bretonneux était organisé ce week-end. 180 cyclistes ont fait le déplacement pour participer à la première édition de la compétition. Retour sur l'événement à suivre. Et jeudi dernier se déroulaient des élections internes à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, des élections pour renouveler les membres du conseil d'administration et des différentes commissions, recherche ou encore vie universitaire. Enseignants-chercheurs devaient se prononcer sur des listes et celle portée par le président sortant, Jean-Luc Vessière, ne décroche que 20 sièges sur un total de 71. Celle soutenue par son principal opposant, Didier Guillemot, arrive en tête avec 34 sièges. Ballotage défavorable donc pour le président sortant, même si rien n'est encore fait car les étudiants aussi se sont prononcés dans d'autres commissions. Et pour désigner le 10 mai le nouveau chef de file de l'université, il faudra donc rassembler. On écoute tout de suite Didier Guillemot par téléphone. Il y a une vraie envie de la communauté universitaire d'aller de l'avant. Voilà, c'est-à-dire que nous avons fait campagne sur un projet, pas du tout sur un rejet. Ce projet, qui est assez clair, a emporté l'adhésion. Je pense que c'est ça qu'on peut dire à l'issue du scrutin. Nous avons fait une campagne transparente sur un projet avec l'idée de rassembler. Et maintenant, il va nous falloir rassembler au-delà des différentes listes, parce que c'est de l'université dont il s'agit. Et ce travail commence dès aujourd'hui. Et je précise que le président sortant, Jean-Luc Vessière, n'a en revanche pas encore réagi à ces résultats malgré nos demandes d'interview. Conflit social à présent, les salariés des cars Perrier qui assurent 60% du service des transports Skibus sont entrés en grève illimitée. Aujourd'hui, suite au préavis déposé par l'intersyndicale CFDT, UNSA et Sud, les employés demandent une augmentation de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Un reportage signé Mickaël Elmidoro. Une partie de Skibus était à l'arrêt aujourd'hui. Une cinquantaine de chauffeurs de la société des cars Perrier a protesté devant les grilles de l'entrepôt à Trappes. Les employés qui assurent 60% du service des transports du bassin saint-quentinois demandent une augmentation de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, nous en sommes là, arrivés à cette grève, car c'est la direction qui l'a voulu. Nous avons voulu à maintes reprises, par de multiples réunions, entamer ce dialogue, mais on nous a fait comprendre clairement qu'il n'y aurait aucune augmentation jusqu'en 2024. On demande 40 € d'augmentation, histoire de se mettre au même niveau que les autres sociétés environnantes. On demande une augmentation légitime suite à 4 ans de vaches maigres. Aujourd'hui, 92% des effectifs se sont mobilisés, seulement 2 bus sur 10 ont circulé sur les routes. On s'excuse, c'est de la gêne occasionnée par cette grève, mais bon, c'est une obligation, on n'a pas d'autres moyens de communication, c'est-à-dire de moyens d'agir. Donc c'est une grève. Bon, c'est vrai que quand les bus font grève, on touche un maximum de monde. Le trafic devrait être fortement perturbé au minimum jusqu'à la fin de la semaine. Vous avez affaire à des gens très très déterminés. Généralement, les grèves chez Cars Perrier, ça a duré 3 semaines, c'est historique chez nous, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire quand il y a des grèves qui ont des revendications valables, elles durent longtemps, c'est classique, c'est normal. Là, aujourd'hui, je pense que les revendications sont légitimes. Une réunion devrait être programmée dans les prochains jours avec la direction. Les cars Perrier transportent quotidiennement plus de 70 000 voyageurs. Sollicités, les responsables de l'entreprise n'ont pas souhaité s'exprimer. Et aujourd'hui, mardi 29 mars, la mobilisation du syndicat Sud du centre hospitalier de Versailles continue. Il s'était donné rendez-vous à midi dans le hall Mignot pour une marche en direction de l'agence régionale de santé de Versailles. Les revendications sont toujours les mêmes. Ils dénoncent les suppressions de plus d'une centaine de postes programmés par la direction de l'établissement sur les 2 ans à venir. Différents types de postes sont menacés, secrétaires, aides-soignants, infirmières et agents de services hospitaliers, alors que l'activité de l'hôpital ne faiblit pas. Ces suppressions destinées à compenser le coût croissant des travaux
travaux de modernisation du centre hospitalier beaucoup plus chers que prévu, selon le syndicat Sud. Les détails au micro de Sephora Namani. Aujourd'hui, on ne peut pas tolérer que le personnel morfle alors que l'hôpital tourne à plein. Les personnels sont épuisés, il y a des burn-out, enfin des services complets en burn-out. Et en fait, ce qui nous met dedans financièrement, c'est les travaux et uniquement les travaux, plus le financement T2A, mais voilà. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Mardi dernier, la ville de Bruxelles a été frappée par des attentats terroristes. Ce sont les transports publics qui ont été visés avec l'aéroport de Bruxelles et 2 stations de métro de la capitale belge. Le dernier bilan provisoire fait état de 35 morts et 340 blessés. En réaction, la France a pris immédiatement des mesures pour renforcer la sécurité également dans les transports publics. Pour nous en parler ce soir, Julien Lecam, secrétaire adjoint du syndicat Alliance 78. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau pour répondre à nos questions. Nous reviendrons sur le sujet dans quelques instants. Mais avant cela, je propose de regarder un reportage. Donc, le gouvernement français a annoncé que les mesures de sécurité dans les transports publics allaient être renforcées dans le département, comme partout en France. Les renforcements des patrouilles de policiers dans les gares est déjà effectif, comme à Versailles-Chantier, où Camille Lambert s'est rendue vendredi dernier. Regardez. 1600 policiers et gendarmes supplémentaires pour contrôler les frontières et les infrastructures de transport. C'est l'annonce qu'a fait Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, au lendemain des attentats survenus à Bruxelles. Les transports sont à présent la priorité numéro 1. Dans les gares, les contrôles sont renforcés comme à Versailles-Chantier, où la direction départementale de la sécurité publique augmente sa visibilité. Notre objectif ici dans la gare des Chantiers, c'est à la fois de sécuriser la zone et d'apporter un petit peu d'assurance aux gens qui emploient et qui utilisent les transports en commun. En ce moment, je pense que les Français, ce qu'ils demandent, c'est de voir des policiers dans les gares, dans les transports en commun. Donc c'est exactement pour ça qu'on est présent un peu plus massivement que d'habitude dans ce genre d'endroit. Comme après les attentats survenus à Paris en novembre et en janvier dernier, cette présence s'est bien accueillie par les usagers des transports. Voir des policiers tous les jours dans les gares, tout ça, bah oui, ça me rassure parce qu'avec les attentats qui se passent en ce moment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Par rapport à la menace qui pèse aujourd'hui sur le pays, c'est plutôt rassurant de voir effectivement tous ces militaires un petit peu partout. C'est rassurant, je pense que voir les policiers faire leur travail pour nous protéger, c'est une bonne chose. Des équipes supplémentaires qui s'ajoutent aux 5000 policiers et gendarmes déjà mobilisés sur 220 points de contrôle aux frontières. Bernard Cazeneuve a demandé à tous les préfets de renforcer la sécurité, notamment en Île-de-France, où 400 policiers et gendarmes supplémentaires ont été affectés pour assurer une vigilance renforcée. En ce moment, on fera attention aux gens qui ont des grosses valises, des colis qui peuvent paraître préparés de manière un petit peu particulière. On ne va pas divulguer les secrets de fabrique, mais c'est évident que le sens de l'observation du policier est mis à rude épreuve en ce moment. Et ce qu'on demande à nos collaborateurs, c'est de surveiller ce qui se passe, le comportement des passagers et d'essayer d'intercepter celui qui pourrait être un peu bizarre dans la masse. Les mesures de contrôle et de palpation devraient également s'intensifier. Le niveau actuel du plan Vigipirate Alerte Attentat, le plus élevé, est toujours maintenu en Île-de-France. Alors Julien Lecam, on l'a entendu le reportage, 1600 agents sur toute la France, 400 en Île-de-France. Est-ce que c'est suffisant pour les contrôles de sécurité ? Alors, effectivement, j'ai entendu dire de la présence de 400 policiers affectés en Île-de-France. Non, nous, justement, dans le 78, il y a un déficit en termes d'effectifs. Il y a eu le renfort donc, le week-end dernier de compagnie de CRS. C'est un renfort ponctuel. Nous, ce qu'on attend, c'est des affectations de fonctionnaires supplémentaires sur le département. Le département est en déficit d'environ 200-250 fonctionnaires de police. Donc voilà, nous attendons des renforts en effectifs, et non pas des renforts ponctuels de CRS. Donc finalement, les dires de Bernard Cazeneuve qu'il y aura plus de policiers, finalement, ça ne se voit pas sur le terrain ? Non, notamment pour le 78, on voit qu'au mois d'avril, il y a une sortie d'école, une promo d'école qui sort. Aucun fonctionnaire n'est affecté pour le 78. Je parle pour les Yvelines, on a vraiment un problème d'effectifs. On est bien content d'être renforcé ponctuellement par nos collègues CRS, mais cela ne suffit pas, il nous faut des affectations supplémentaires en sortie d'école. Alors c'est de la prévention, de la vigilance, il y aura plus de contrôle, mais s'il y a pas assez d'effectifs, finalement, à quoi ça sert ? Alors, en plus, il y a une superposition des missions, c'est-à-dire que, en plus de sécuriser les transports en commun, mes collègues doivent faire des passages devant les écoles, devant les lieux de culte sensibles, devant les sites touristiques comme le château de Versailles, comme les centres commerciaux, Saint-Quentin en Yvelines, on voit Vélizy 2, Parly 2, et effectivement, il n'y a pas assez d'effectifs pour faire toutes ces missions.
Est-ce que s'appuyer sur les agents de la SNCF, de la sécurité, ça peut aider aussi? Ça peut être une solution? Oui, nos collègues de la SUGE qui sont également armés, s'ils pouvaient être renforcés également, nous, si vous voulez, on est preneurs de toute forme de renfort, hein, comme on voit les militaires qui sont déployés également. Mais en termes d'effectifs policiers, effectivement, il y a une inquiétude. Ouais. Vous en parlez de cette inquiétude justement au gouvernement, vous leur faites appel à eux pour se Tout voir à fait, renforcer? tout à fait. Alliance Police Nationale, on demande des renforts. Il y a actuellement, il y a environ 2 mois, il y a eu un concours exceptionnel, hein, voilà, qui a eu, je crois, 30 000 personnes se sont présentées au concours, donc on est content. Hein. Mais effectivement, entre la formation, le temps des concours, les renforts mettent longtemps à arriver. Et qu'est-ce qu'on vous dit justement, voilà, le chef de l'État, le gouvernement, les solutions pour vous faire patienter entre guillemets? Alors les solutions, effectivement, il y a un plan BAC qui a été mis en place hein, avec le renfort la dotation de moyens supplémentaires, mais sans effectifs, effectivement, c'est compliqué. Nous, on demande également à Alliance Police Nationale la gratuité des transports pour les fonctionnaires de police qui ont le droit, depuis la mise en place de l'état d'urgence, à porter leurs armes hors service. Hein, cette gratuité dans les transports publics permettrait de sécuriser les transports. Voilà, le policier prendrait les transports pour se rendre au travail, pour se déplacer. Effectivement, ce serait une manière de sécuriser les transports. C'est une revendication de mon syndicat. Nous avons été mobilisés d'ailleurs il y a une dizaine de jours devant les locaux de la SNCF à Saint-Denis pour demander cette parité avec les gendarmes. Les gendarmes ont cette gratuité dans les transports. Alors il y a peu de temps avant les attentats qui sont survenus à Bruxelles, le niveau d'alerte maximale a été prolongé en France et les syndicats de police ont dit que c'était vraiment compliqué justement pour les roulements, qu'il n'y avait encore pas suffisamment de personnel. Ah, exactement. En fin de compte, comme je vous l'ai dit, superposition des missions. Les collègues, il y a une restriction en termes de congés, ce qui, en fait, il y a beaucoup d'annulations en termes de vacances. Donc, les fonctionnaires ne se reposent pas. Il y a une accumulation des missions, des rappels au service, des heures supplémentaires. Et effectivement, du coup, ce qui entraîne de la fatigue. Voilà, ce qui est très inquiétant, ouais. Alors finalement, voilà, on doit s'inquiéter, les citoyens français doivent s'inquiéter de cette situation? Non, parce que vous avez affaire à une police très bien formée, très professionnelle. Mais effectivement, nous, on demande à nos responsables, à notre ministre, M. Cazeneuve, et au chef du gouvernement, de nous aider, de nous attribuer des effectifs supplémentaires. La priorité numéro 1, maintenant, ce sont les transports, avec ce qui est survenu à Bruxelles. Même si les moyens étaient renforcés, c'est quand même ça paraît très compliqué de pouvoir sécuriser les métros, les gares. C'est possible vraiment? Alors, il y a 1000 fonctionnaires qui sont spécialisés dans la sécurisation des transports en commun pour toute la région Île-de-France. Effectivement, si vous faites le service 7 jours sur 7, 24 sur 24, du coup, ces 1000 fonctionnaires-là, à l'instant T, voilà, ça ne fait pas assez de fonctionnaires pour sécuriser. Ils ont le même problème. J'ai pris contact avec mes homologues parisiens qui m'ont dit la même chose. On manque d'effectifs criants et effectivement, de tout sécuriser, c'est impossible. La SNCF parle de mettre en avant, de construire des portiques pour sécuriser. Est-ce que ça, ce serait une solution, mais ça mettrait peut-être trop de temps à venir? Oui, alors c'est une solution. Sensibiliser les gens également, sensibiliser le public qui n'hésite pas à faire le 17 en cas de présence constatation d'un colis suspect, de faire le 17. Effectivement, c'est une solution, les portiques. Après, c'est une question de moyens, je pense. Donc, c'est compliqué de poser des portiques à toutes les gares. Ouais. Alors, les messages de vigilance et de prévention à destination des citoyens français se multiplient. Est-ce que justement, ils doivent être plus mobilisés pour vraiment savoir comment agir en cas d'attentat, comme ce qui s'est passé à Paris, mais aussi à Bruxelles? La première des choses, effectivement, c'est de composer le 17 ou de faire le 112, de ne pas hésiter à signaler un comportement suspect, comme disait M. Bonnefond là, dans le reportage, qu'il ne faut pas hésiter à faire le 17 pour signaler un colis suspect, un comportement suspect. Voilà. Mais intervenir également? Non, je pense que dans ces cas-là, déjà de composer et d'appeler la police, c'est déjà une bonne chose, ou de signaler à un agent SNCF un comportement suspect, de se retourner vers des professionnels. Comme il y a des formations au premier secours, est-ce qu'il pourrait y avoir des formations? Comment agir en cas d'attaque terroriste, peut-être, pour que les citoyens suppléent au pouvoir de police? Alors, moi, j'inviterais plutôt les citoyens. Je vous dis, c'est très compliqué d'inviter les citoyens à faire face à des terroristes. Je pense que d'être vigilant, faire le 17, laisser la police intervenir ou les fonctionnaires de la SUGE pour la SNCF ou les militaires.
Voilà, je pense qu'il y a quand même dans les grandes gares de la présence de beaucoup d'agents. Et je pense que ne pas intervenir et faire appel voilà, aux professionnels. Alors les transports sont en ce moment une priorité, mais dans les Yvelines, c'est vrai qu'on a beaucoup de centres commerciaux, Oui. aussi le château de Versailles qui est un site très visité. Les efforts sont maintenus également. Est-ce que ça va être un petit peu délaissé au profit justement des gares Non, justement. Alors voilà, c'est là que c'est très compliqué pour mes collègues qui, en plus de sécuriser, donc il y a une multitude de servitudes qui superposent et effectivement les effectifs ne sont pas assez nombreux pour faire toutes les missions. Alors ils le font comme ils peuvent, hein, voilà, mais bon, il faudrait du renfort d'effectifs pour effectuer la sécurisation de tous les sites sensibles et voilà, tous les lieux publics. Alors vous représentez le syndicat Alliance de la police. On Oui. pense aussi peut-être que les militaires pourraient venir prêter main forte. Est-ce que ce serait envisageable? Est-ce que vous demandez ça également? On le voit, hein, déjà, là, je vois en passant devant la gare de Saint-Quentin, j'ai vu 4 militaires avec leur FAMAS devant la gare, ce qui est une bonne chose. Nous, je vous dis, renfort de militaires, pourquoi pas? C'est leur rôle hein, de nous rassurer et de sécuriser également les transports. Hein, pourquoi pas, ouais. Une mutualisation dans ce cas-là des efforts, des forces de sécurité, peut-être penser à des militaires qui sont en opération extérieure, reviendrait justement pour assurer des missions de sécurité intérieure? C'est quelque chose qui me dépasse un peu. Hein. Moi, je peux vous dire, je suis un citoyen avant tout, et effectivement, de croiser des policiers, ça me rassure, des gendarmes, des militaires, voilà. Pourquoi pas? C'est peut-être envisageable, pardon. Je sais pas. On parle de plus en plus d'armement des policiers Oui. municipaux. Ça, c'est quelque chose pour lequel vous militez encore, vraiment une solution qui Oui, pourrait... Oui, avec une formation adéquate, nos homologues de la police municipale sont à même de porter des armes. D'ailleurs, beaucoup de communes le font actuellement. Nous, on est pour ce déploiement, effectivement, d'armes, voilà, l'armement des polices municipales. Oui. Peut-être élargir cela, peut-être des personnes qui s'occupent de la sécurité dans les centres commerciaux, des vigiles, ce serait une bonne chose aussi, une solution envisageable? Plus réservé, s'il y a une formation, pourquoi pas, vous savez, d'être doté d'une arme nécessite une formation, nécessite toute une logistique de stockage, de transport de l'arme. Pourquoi pas, si les moyens sont là, pourquoi pas. Une dernière question avant de terminer cet entretien. On l'a vu dans le reportage, donc il faut faire attention aux valises, aux valises, aux colis suspects. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner aux citoyens qui seraient peut-être qui verraient ce genre de choses? Comment réagir à ce moment-là? Déjà d'établir un Sur quoi périmètre faire attention, en fait. d'établir un périmètre de sécurité, et je vous dis de se retourner vers le professionnel, la SNCF, militaire, le premier policier et de composer le 17 et le 112 tout de suite. Effectivement, d'aviser les gens aux alentours et de faire un premier périmètre et de se retourner vers un professionnel. Oui. Et c'est vraiment un devoir de chacun d'être vigilant par rapport à ça? Oui. Voilà. Merci beaucoup, Julien Lecam, d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur notre plateau. On passe maintenant à une page sportive. Il y avait du cyclisme ce dimanche matin à Montigny-le-Bretonneux. Le premier Grand Prix de la ville saint-quentinoise était organisé au départ de l'avenue du Parc. 180 cyclistes ont fait le déplacement pour participer à la compétition. Un reportage signé Michael Milero. Une première réussie, le premier Grand Prix de Montigny-le-Bretonneux a réuni ce dimanche plus de 180 cyclistes venus principalement d'Île-de-France. Les sportifs répartis dans 2 courses de catégorie D3, D4 et D1, D2 se sont affrontés sur une boucle de 3 km au départ de l'avenue du Parc. C'est un circuit en ville, mais avec l'avantage quand même de développer 3 km et puis d'être à la fois pas dangereux tout en pouvant être sélectif. Mais tout le monde a sa chance sur un circuit comme ça. Il ne faut pas spécialement être grimpeur, faut pas spécialement. C'est un homme fort qui peut gagner, c'est tout. C'est un bon parcours, c'est roulant, il y a pas mal de relances. Et non, c'est un beau parcours. Dans la catégorie D3, D4, Thierry Lebeau, champion de France des sapeurs-pompiers licencié au Vélo Club des Mureaux, a remporté la course. C'est une petite touche particulière parce qu'en tant qu'ancien unimontain, j'ai travaillé 9 ans au centre de secours de Montigny. Donc j'avais à cœur de venir ici et de faire quelque chose. Donc objectif rempli. Il a fallu lancer le sprint de très loin dans le vent pour arriver à ses fins. Lors de la deuxième course, Benjamin Cresson d'Orsay a devancé au sprint Johan Udry de l'US Small. Arnaud Vétier du club de Montigny termine lui à une belle 4e place. Une deuxième édition du Grand Prix devrait être organisée en 2017.
Ippon, Wazahari, Yuko, on a joué des coudes sur les tatamis de Guyancourt ce week-end. Un tournoi pour les petits judokas était organisé au gymnase Maurice Baquet. Cette compétition amicale était destinée aux enfants âgés de 5 à 9 ans. Les apprentis judokas ont pu découvrir à cette occasion les prises de judo et les codes de ce sport. On écoute le président du club de Guyancourt. Il était au micro de William L. C'est une petite compétition qui nous sert en fait à montrer aux enfants comment se déroule une compétition, comment on peut faire déjà un peu d'arbitrage. Ça nous sert aussi pour les adolescents donc de commencer l'arbitrage et puis d'avoir des notions d'arbitrage. Et puis voilà, c'est complètement inhérent au judo d'avoir des parties de compétition pour les entraîner. Et un mot de baseball à présent, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont remporté ce week-end la 20e édition du tournoi de Pâques au stade Jean Maréchal, une compétition amicale organisée chaque année pour préparer l'équipe en vue du championnat. Un reportage signé Mickaël Elmidero. C'est désormais une tradition. Pour la 20e année consécutive, les Cougars de Montigny-Bretonneux ont organisé ce week-end leur tournoi de Pâques au stade Jean Maréchal. Les fans de baseball saint-quentinois ont pu voir leurs protégés, mais également les Jimmers de Saint-Lô, les Sens de Saint-Jean-Manlé et les Outlaws de Strasbourg. Cette année, c'est plus un niveau régional, national 1, donc un petit peu en dessous de notre division, mais ça reste quand même un niveau correct pour pouvoir se préparer de bonne façon. Le tournoi de Pâques, bien qu'amical, est avant tout un rendez-vous pour permettre aux Cougars de préparer le championnat de 2e division. La saison débutera le dimanche 3 avril sur le terrain d'Essines. L'intérêt du tournoi, c'est aussi de faire pas mal de matchs et donc de bien se préparer avant la saison, prendre pas mal d'at-bats, de voir des lanceurs, d'avoir du temps de jeu pour arriver en pleine forme la semaine prochaine. Ces 2 jours ont également permis au public d'apercevoir la nouvelle recrue américaine Ryan Juarez, un lanceur d'origine californienne qui a évolué en Australie la saison dernière. Le sportif devrait être l'une des têtes d'affiche de l'équipe cette année. Il est assez marrant parce qu'on voit vraiment qu'il est agressif dans le jeu et c'est ça qui fait plaisir. Après, il a vraiment le style américain. Vraiment jouer le jeu et c'est ça qui est marrant. Il a bien lancé le premier match, il a gagné 10-0. La semaine dernière à Montpellier, il a réalisé une bonne performance contre une équipe de notre division, donc on est vraiment confiant avec lui sur le monticule. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont remporté le tournoi de Pâques en battant en finale les Sens de Saint-Jean-Manlé. Et vous le savez, ce week-end, c'était le week-end de Pâques. Nous n'allons pas nous quitter avant un mot de chocolat. Samedi dernier, donc pour ce week-end, la ville d'Elancourt organisait la traditionnelle chasse aux œufs. Plus d'1 millier d'enfants de 3 à 11 ans étaient au parc des Coudrais pour remplir leur panier de chocolat. William L. a cherché les œufs avec eux. Regardez. À Elancourt, le week-end dernier, le parc des Coudrais a pris l'allure d'un grand magasin un jour de solde, pris d'assaut par 1500 enfants élancourtois venus participer à la grande chasse aux œufs. C'est une chasse aux œufs où on a distribué 6000 œufs sur tout le parc des Coudrais. Un œuf égale un œuf en chocolat en échange. Et nous avons 52 lots, donc 52 œufs numérotés et ils viennent les échanger ici. On a des places de ciné, on a des places pour France Miniature, beaucoup de chocolat. Une chasse qui prend parfois des allures de course. L'objectif aujourd'hui, ramasser un maximum d'œufs en plastique pour venir ensuite les échanger contre de véritables œufs en chocolat. Ah bah ça va, la récolte est bonne. On prend des œufs en polystyrène et on vient les échanger contre des œufs en chocolat. Alors qu'est-ce que tu as fait ce matin? Tu peux m'expliquer? J'ai ramassé des œufs. Et là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Les manger. C'était un petit peu sport avec une petite fille de 3 ans. Il fallait se jeter dans la foule pour pouvoir aller chercher les œufs. Mais non, c'est un bon moment en famille. Ici, pas de perdant, tout le monde a eu droit à du chocolat, une 2e édition pour une chasse aux œufs qui a su rassembler comme un échauffement pour les enfants avant que le lapin de Pâques passe dans leur jardin. Et c'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Nicolas Kirillovitz pour le 7-8 Société. Il vous parlera avec ses invités du SIDAction qui a lieu ce week-end. C'est la fin à présent de cette édition, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Au revoir.